Depuis sa création, le championnat de Formule 1 a vu passer des milliers de pilotes. Certains ont réussi à performer, d'autres non. Certains sont restés, d'autres non. Mais la vraie question qu'on se pose toujours, c'est qu'est-ce que deviennent les pilotes après leur carrière en sport automobile? Alors certains restent dans le sport auto, certains deviennent soit consultants, soit commentateurs, certains bossent pour des équipes, d'autres partent à l'opposé, vraiment disparaissent des radars. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir avec cet épisode de Que sont-ils devenus? On avait fait l'épisode 1 l'année dernière déjà, vous aviez adoré. Aujourd'hui, on a repris 6 nouveaux pilotes et vous allez voir, pas des moindres, des champions du monde certains. Et on va se poser la question un petit peu, mais où sont-ils? Que font-ils maintenant en 2024? Si vous n'aviez pas vu l'épisode 1, je vous invite à aller le revoir, il sera dans la description. Vous aviez adoré le concept, donc on s'est dit, bah let's go, ça part sur une deuxième partie. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner si vous êtes nouveau, activez bien la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et on commence tout de suite notre épisode par Paolo Barilla. On commence donc cette vidéo par Paolo Barilla, né en 1962 à Milan. Je pense que juste au nom de famille, normalement, vous reconnaissez déjà un petit peu l'histoire. Barilla, ça doit vous dire, je pense, quelque chose. À l'âge de 15 ans, il remporte donc un titre de kart. Il devient donc champion d'Italie et ensuite, il va se lancer en monoplace avec de la Formule Abarth avant de faire de la F3. Jusque-là, tout se passait bien. Champion d'Italie, il termine 3e en Formule Abarth, 3e en Formule 3 aussi l'année suivante. Donc là, on se dit début de carrière sympathique, il y a un petit potentiel. Malheureusement, sa saison en Formule 2 s'était très mal passé, des grosses difficultés avec Minardi et du coup, il y a eu un petit changement de trajectoire déjà dans la carrière en sport automobile. Il s'est donc lancé en endurance après avoir fait de la monoplace et a participé aux 24 heures du Mans 6 fois avec 3 voitures différentes. Sur ces 6 participations au Mans, il a malheureusement abandonné 4 fois. Et voilà, il a DNF 4 fois sur les 6, c'est pas terrible. La 5e, il termine 24e. Bon, compliqué. Néanmoins, il remporte en 1985 les 24 heures du Mans avec une Porsche. Donc, mine de rien, dans le CV en sport auto, gagner les 24 heures du Mans, c'est pas rien. Ça reste un très beau succès. En parallèle de ses courses aux 24 heures du Mans, il avait continué quand même la monoplace où il roulait en Formule 3000 et malheureusement, ça se passait pas très bien. Autant l'endurance avec Le Mans, mais aussi par exemple les 12 heures de Sebring, là, pas de souci, ça performe. En monoplace, il n'y a pas ce petit déclic. En 1989, il va participer à sa première course en Formule 1. Il va remplacer Pierluigi Martini qui était tombé malade au Grand Prix du Japon et donc va rouler pour Minardi. Malgré sa contre-performance et son abandon à ce Grand Prix du Japon, il va quand même être pris par Minardi du coup pour la saison suivante et donc va pouvoir rouler en Formule 1. Malheureusement, vous vous en doutez bien, si ça ne marchait pas en Formule 2, si ça ne marchait pas en Formule 3000, ça n'a pas marché sur sa première course de Formule 1, ça n'a pas marché en 1990 non plus chez Minardi. Il va se faire licencier à la fin du championnat, à quelques courses de la fin du championnat. Un bilan assez mitigé, honnêtement, vainqueur des 24 heures du Mans, certes, mais en Formule 1, c'est 9 Grands Prix et 5 DNF. La meilleure position à laquelle il a fini est une 11e place à Imola. Donc, la monoplace, c'était pas pour lui. Heureusement pour lui, Paolo Barilla a réussi à prendre conscience que le sport automobile, au final, c'était peut-être pas fait pour lui. Mis à part cette victoire au Mans, beaucoup d'échecs, beaucoup d'abandons et beaucoup d'argent, à mon avis, dépensé. Du coup, retour dans l'entreprise familiale. Et je pense que là, ça doit faire tic. Normalement, si je vous parle d'Italie, si je vous parle de Barilla, les pâtes, la nourriture. Oui, les pâtes. En 1999, il va donc prendre le poste de président de l'entreprise Barilla. Ensuite, il passera donc vice-président de cette société. Et à partir d'ici, la carrière est toute tracée forcément en tant qu'Italien et businessman. Le business de famille va donc évoluer et lui va monter les échelons au fur et à mesure dans, on va dire, l'industrie de l'alimentaire et des pâtes. En 2010, il va devenir le premier président de l'association EDP. Là, il faut que je sorte mes notes. C'est donc l'association des industries italiennes de la confiserie et des pâtes alimentaires. Il va à partir de ce jour-là enchaîner les postes de président et les associations qui concernent toute la nutrition et les bienfaits des pâtes en Italie. Pour l'anecdote, en 2014, il va rejoindre le Barilla Center for Food and Nutrition Foundation qui est un centre de recherche donc sur les bienfaits des pâtes et en 2016, soit 30 ans quasiment après sa victoire au Mans, notre petit Paolo va être élu président de l'International Pasta Organization. C'est donc tout simplement les bienfaits des pâtes à l'international. Vous l'avez donc compris, à partir de cette date-là, les postes vont s'enchaîner et en juillet 2020, il va donc rejoindre le conseil exécutif de la Confédération Générale de l'Industrie Italienne Alimentaire. Donc vraiment, on est arrivé au big boss de la pasta. Pour un pilote des 24 heures du Mans, un ancien pilote de Formule 1, il y a quand même une sacrée reconversion. C'est pas si étonnant au final.
un pilote de Formule 1 qui rejoint un business familial qui, d'autant plus les pattes en Italie, on va pas se mentir, c'est tout tracé. Mais finalement, pour quelqu'un qui ne réussissait pas à performer de sa passion et qui a su se dire stop, qui a su s'avouer face à lui que c'était pas fait pour lui, je trouve qu'il s'en sort très très bien et aujourd'hui, il a un poste admirable, mine de rien, et un poste assez surprenant pour un ancien pilote de Formule 1. Donc la prochaine fois que vous achetez des pattes, Barilla, pensez à ce pilote, pensez à Paolo qui a essayé de faire une carrière en Formule 1, qui n'a pas réussi avec Minardi et qui au final s'est rabattu dans le business familial et qui là a eu une très très belle carrière. Normalement, ce nom doit vous dire quelque chose. Karun Shandong, si vous suivez la F1 depuis longtemps ou alors si vous suivez un petit peu les réseaux sociaux et Sky Sport précisément, vous avez déjà vu à mon avis la tête de cet homme ou alors vous avez déjà entendu parler de lui. Karun Shandong, né le 19 janvier 1984 à Madras en Inde, est le fils d'un champion du monde de rallye indien. Pour vous donner un petit peu le profil du padré, en plus d'être champion de rallye et d'être un excellent pilote, il est ensuite devenu président de la Fédération indienne automobile. Donc autant vous dire que pour Karun Shandong, il n'y avait pas d'autre option, c'était le sport auto et la F1 directement. En 2000, Karun Shandong remporte le titre de Formule Maruti. Alors c'est des monoplaces que vous avez en Inde, il a remporté le titre avec 7 victoires sur 10 courses. L'année suivante, il va rouler en F2000 en Asie toujours et devient le plus jeune champion asiatique de l'histoire. Donc déjà, on est sur un profil, tu vois, avec du potentiel, assez jeune, un padré qui baigne dedans. Ça part bien. On enchaîne ensuite avec de la Formule 3 britannique pour Karun Shandong, format assez classique pour les jeunes pilotes. Derrière, il y a de la Formule Renault 3.5, de la GP2, un peu de GP2 Asia aussi. Donc, c'est un parcours, comme je disais, classique au final. Et on se retrouve rapidement aux portes de la Formule 1 pour Karun Shandong. À l'âge de 26 ans, en 2010, Karun Shandong arrive donc dans le monde de la Formule 1 grâce à Force India, qui était avant Aston Martin, avant Racing Point. On avait Force India. Et mine de rien, il arrive avec un soutien qui, pour l'époque, n'est pas à négliger, le soutien de Bernie Ecclestone. Bernie Ecclestone qui était l'ancien patron de la Formule 1, multimillionnaire, voire même peut-être milliardaire, Bernie Ecclestone. Bref, c'était le mec qu'il fallait avoir dans la poche, c'était le mec qui pouvait tout offrir en Formule 1. Sa carrière en Formule 1 commence chez HRT, Hispania Racing Team. Alors si vous connaissez pas, tant mieux pour vous. Honnêtement, c'était une catastrophe cette équipe. C'était vraiment les fonds de tableau, vraiment c'était la catastrophe pour eux en 2010. Ils avaient limite moins rapides qu'une Formule 2 pour vous dire à l'époque. Et il arrive aux côtés du coup de Bruno Senna. Il devient le deuxième pilote indien à rouler en Formule 1 et son premier week-end en Formule 1 est cataclysmique. Honnêtement, écoutez-moi bien et dites-moi si on peut faire pire que ça. Séance d'essai, la voiture ne roule pas car elle a des problèmes. Qualification, fait 2 tours et se fait éliminer à 1 seconde 7 de son coéquipier. Début du Grand Prix et premier tour se fait sortir à cause d'un accident. Quasiment aucun roulage sur les 3 jours. C'est probablement la pire façon de commencer une carrière en Formule 1. Alors qu'on soit bien d'accord aussi, pour ceux qui connaissent, HRT à l'époque ça ne te permettait pas de performer. Donc on va pas non plus critiquer la performance, mais le fait que le mec ne puisse même pas quasiment rouler sur son premier week-end de F1 déjà, tu sentais que ça partait mal. Du coup, avec ses mauvaises performances, il va finir la saison à commenter la F1 pour la BBC. Malheureusement, voilà, quand vous êtes pilote en général et que vous n'avez rien à faire, vous finissez très souvent en tant qu'analyste ou consultant. Et du coup, c'est ce qu'il a fait en 2010. En 2011 aussi, il était pilote de réserve chez Lotus. Alors attention à ne pas confondre avec Lotus F1 Team, d'accord, qui a été Romain Grosjean, Kimi Räikkönen. Il était vraiment chez Lotus en 2011. Et il a pu faire une course au Grand Prix d'Allemagne. Il avait fait une petite pige avant de se faire licencier avant la fin de la saison. Et donc du coup, il a passé 2 ans à commenter la Formule 1 sur la BBC. Malheureusement pour lui, la carrière en Formule 1 s'arrête après ces 2 ans. Honnêtement, moi dans ma tête, je pensais que c'était plus, mais après des recherches, bah non, il a fait que 2 ans, il a fait que 11 Grands Prix au final. 14e place, meilleure position de sa carrière en F1, mais il n'a pas réellement eu les voitures pour prouver quoi que ce soit. Donc on va pas trop lui en vouloir non plus, mais juste derrière, il a continué sa carrière dans le sport automobile. Il a arrêté la Formule 1 pour se lancer dans d'autres catégories. Et à partir de 2012, Karun Shandong s'est dit « Hassoul, on va tester toutes les catégories du sport auto. 2012, championnat d'endurance, donc il fait le WEC. 2013, il fait du GT, GTA DAC. 2014-2015, des piges en Formula I. Entre-temps, il a participé 5 fois aux 24 heures du Mans. Le mec a honnêtement testé toutes les bagnoles qui roulent sur cette planète. On arrive en 2017 et malheureusement, 7 ans après ses débuts en Formule 1, Karun Shandong met donc un terme tout simplement à sa carrière en sport automobile en tant que pilote. Finito pipo, on arrête de rouler, les voitures c'est plus pour lui. Mais du coup, après avoir roulé autant de voitures, autant de catégories, avoir fait autant de constructeurs, autant de disciplines, Karun Shandong a forcément profité de cette expérience pour rebondir sur un nouveau taf, toujours dans les paddocks. Il devient donc commentateur Pit Reporter
Il devient donc commentateur slash analyste slash pit reporter pour la chaîne Channel 4 en Angleterre et continue un petit peu de travailler avec la BBC. Depuis 2021, il est donc passé chez Sky Sports, c'est pour ça que je vous disais que vous l'avez peut-être déjà vu dans les paddocks et honnêtement on le voit très souvent sur les réseaux sociaux. Donc au final, malgré que sa carrière en sport auto n'ait pas été un franc succès, il a quand même très bien su s'en servir et très bien rebondir. Vous allez être surpris, mais au final, les pilotes qui ne sont pas forcément les plus performants en piste ne sont pas des mauvais analystes ou des mauvais consultants. Je prends aussi l'exemple de Jolyon Palmer qui travaille aujourd'hui pour la F1. Le mec était une bille derrière un volant, il faut être honnête, je suis désolé, ok champion de GP2 mais ça va pas plus loin. Le mec était mauvais au possible et pourtant le mec a une faculté d'analyse et a des très bons arguments quand il y a des débats de Formule 1 et comme quoi, si ça ne passe pas derrière le volant, des fois il vaut mieux se rabattre à regarder les autres. En parallèle de son travail d'analyse, de consultant, de pit reporter, il a aussi des rôles au sein du sport automobile tel que la FIA par exemple. Depuis 2021, il est au conseil d'administration de Motorsport UK et il est membre du comité pour l'égalité, l'inclusion et la diversité dans le sport automobile. En plus de ça, il est membre de la commission des pilotes auprès de la FIA et ça c'est des postes que mine de rien, il a réussi à avoir grâce à ses contacts avec Bernie Ecclestone. Car oui, Bernie Ecclestone a le bras très long et peut vous placer très haut s'il le souhaite. Moralité de l'histoire, si vous êtes mauvais dans un domaine, n'hésitez pas à tourner autour et voir les autres postes qui tournent avec. Et bien sûr, toujours avoir les bons contacts, c'est le plus important, surtout en sport auto. C'est un sport de contact, c'est un sport de business, donc forcément, il faut savoir chez qui toquer. Alors là, en tant que fan de la Scuderia Ferrari, c'est un nom qui me tient particulièrement à cœur. Maurizio Arrivabene, l'ancien team principal de la Scuderia Ferrari. Où est-il passé? Qu'est-il devenu? Comment est-il arrivé là? On va expliquer tout ça. Né le 7 mars 1957 à Brescia en Italie, Maurizio Arrivabene, vous le connaissez sûrement pour sa relation avec Sebastian Vettel dans les années 2015 à 2018. Mais c'est vrai qu'on s'est jamais posé la question d'où venait Maurizio Arrivabene. Comment est-il arrivé à la tête de la Scuderia Ferrari et comment a-t-il dû gérer au final la Scuderia face à Mercedes de Toto Wolff et Lewis Hamilton? Alors en termes d'études, Maurizio Arrivabene avait d'abord fait des études d'architecture à Venise et malheureusement il n'a pas obtenu son diplôme. Donc il s'était rabattu sur de la vente et du marketing en Italie. Après plusieurs expériences professionnelles et plusieurs jobs, il rejoint le groupe Philip Morris International. Si vous ne savez pas ce que c'est un groupe de cigarettiers à l'époque qui était en plus étroitement lié à Ferrari. Et pendant 10 ans, Maurizio Arrivabene va donc travailler sur le marketing et la vente de Marlboro tout simplement. Donc là, normalement, ça fait un peu tilt. Marlboro, Ferrari, la F1. Je pense que vous avez vu déjà le schéma. En 2007, il est devenu le vice-président de Marlboro Communication and Promotion. Donc il est devenu quand même très bien placé. Et là, pour le coup, tu commences à sentir le mec qui pèse un petit peu dans le game. Et c'est grâce à ces relations que Maurizio Arrivabene va donc pouvoir arriver à la tête de la Scuderia Ferrari. Oui, ça part d'une histoire de clope. En 2011, Maurizio Arrivabene passe vice-président des canaux de communication et de sponsors de la marque donc Philip Morris International. Et de 2010 à 2014, c'est là où lui était membre de la commission F1 des relations et sponsors. Et donc fin 2014, vous vous souvenez sûrement de la saison désastreuse de la Scuderia Ferrari et vous vous souvenez sûrement de Marco Maciacci qui était le team principal de Ferrari à l'époque, probablement l'un des pires teams principaux qu'on ait eu de l'histoire chez Ferrari. Il est resté 1 an, il a servi à rien, c'était une catastrophe. Et Maurizio Arrivabene se retrouve donc promu en 2015 en tant que team principal de la Scuderia Ferrari. En vrai, l'histoire mine de rien est belle, une histoire un petit peu de longue date qui a duré grâce à un partenariat. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Maurizio Arrivabene a donc fait 4 saisons au sein de la Scuderia Ferrari en tant que team principal. Il a eu quand même 14 victoires, bon 13 de Vettel, quand même il faut le rappeler, une seule de Raikkonen en 4 ans. Il termine plusieurs fois vice-champion du monde pilote et constructeur avec Ferrari et Sebastian Vettel pour le classement pilote, mais malheureusement aucun titre. Il était face à l'ogre Mercedes à l'époque et on se souvient que la gestion et la communication d'Arrivabene était un peu limitée, un anglais un petit peu bancal et très souvent ne défendait pas son pilote face à la presse. Sebastian Vettel se faisait fusiller par les médias à l'époque. Fin 2018, Arrivabene est donc mis de côté malheureusement pour Mattia Binotto. En vrai, quand il repense, quelle erreur, oh putain. Bon, on va pas faire Mattia Binotto, d'accord, mais si on se concentre sur Maurizio Arrivabene, c'est une fin de carrière en sport automobile et c'est là que ça devient drôle. En tant que grand fan du football, Maurizio Arrivabene depuis 2012 était membre du conseil d'administration de la Juventus de Turin au football. Et là, je pense que pour les fans de la Juve, vous voyez très bien de quoi on va parler. En 2021, Maurizio Arrivabene
rejoint donc la Juventus et devient donc directeur sportif dans un premier temps avant de devenir ensuite directeur général du club de la Juventus de Turin. Et seulement 2 ans après, début 2023, il va donc quitter ce poste suite à la fin de la présidence de Agnelli, qui était le président du club, et va donc rejoindre le conseil d'administration de la Juventus. Et alors là, c'est très drôle parce que 2 jours après avoir pris son nouveau poste, Maurizio Arrivabene est banni du football italien. Maurizio Arrivabene s'est malheureusement pris une petite balle perdue vu que la Juventus a été sanctionnée pour un montage frauduleux au niveau de la fiscalité du club italien entre 2018 et 2020. On se souvient que la Juventus, pour les fans de foot, avait perdu 15 points à l'époque aussi au championnat italien. Et donc Maurizio Arrivabene se retrouve directement écarté après avoir commencé du coup son nouveau rôle au conseil d'administration. Bon, le pauvre, il est pour pas grand chose. Honnêtement, là-dessus, il est un petit peu victime de ce qui s'est passé. Il était quand même dans le club, donc il savait ce qui se passait, mais j'avoue que 2 jours après, il y peut littéralement rien. Depuis, on n'a plus de nouvelles de Maurizio Arrivabene. On l'a pas revu dans les paddocks, on l'a pas revu en sport automobile. On l'a vu un petit peu en Italie, mais il n'est pas actuellement employé d'un club de foot ou quoi que ce soit. Donc j'imagine qu'il est au repos. Comme il le faisait chez Ferrari, il doit être en train de taper des paquets de clopes à longueur de journée. En vrai, mine de rien, là, c'est un petit peu le fan de Ferrari qui parle, mais moi, j'adorais Maurizio Arrivabene. Honnêtement, il me faisait beaucoup rire. Il y avait une relation vraiment père-fils avec Sébastien Vettel. Et il y a des images de câlins lors de la première victoire en Malaisie 2015. J'oublierai jamais vraiment cette victoire. Et du coup, ça me fait un peu mal au cœur de savoir que Arrivabene aujourd'hui ne fait plus rien, alors que je suis sûr qu'il pourrait rebondir dans d'autres métiers. Mais bon, c'est pas de quoi l'avenir nous réserve et probablement qu'on le reverra rebondir ailleurs dans quelques années. Bon, on a fait 3 personnes sur 6 déjà dans cette vidéo. Prenez le temps, voilà, petite pause, on respire, buvez un petit coup, voilà, petit popcorn, petit bonbon, c'est bon. Abonnez-vous si c'est pas encore fait, hein. Le petit pouce bleu, c'est très important. Et on va enchaîner tout de suite avec un pilote qui a un lien avec l'un des pilotes qu'on a déjà vu depuis le début de la vidéo, Sakon Yamamoto. Sakon Yamamoto, né le 9 juillet 1982 à Toyohashi, est un pilote japonais. Il a commencé sa carrière en karting à l'école de pilotage de Suzuka. Donc pour le coup, il commence déjà sur de très bonnes bases, il commence sur de très bons circuits. Il a commencé en 2001 avec la F3 japonaise, avant d'enchaîner avec la F3 allemande, la F3 Euro Series, revenir en F3 japonaise, bref, un gros background déjà en F3. Malheureusement pour lui, il a dû très rapidement mettre de côté ses études en politique pour se concentrer sur sa carrière de pilote en sport automobile. En 2005, il est donc parti faire de la Formule 1 Nippon et rouler un petit peu en GT au Japon, toujours dans son pays. Et fin 2005, le rêve se concrétise pour Sakon Yamamoto qui va venir rouler en Formule 1. Il est donc appelé par Jordan et vient rouler en practice à Suzuka. Il a directement impressionné car il était plus rapide que ses 2 coéquipiers, Thiago Montero et Narain Karthikeyan. Donc directement, tu as ce petit rookie à domicile qui arrive, qui tape tes 2 pilotes titulaires. Tu te dis... là, il y a peut-être quelque chose. De base pressenti chez Super Aguri, il ne sera que pilote de réserve avant de remplacer un pilote que vous connaissez sûrement en 2006, un certain Franck Montagny. Et oui, au GP d'Allemagne, Franck, c'est ciao. Malheureusement pour lui, en 2007, il n'a pas été conservé par Super Aguri et a donc dû retourner en GP2 à l'époque, donc l'ancêtre de la Formule 2 pour un pilote de F1. Alors autant à l'époque ça se faisait, aujourd'hui c'est quasiment impossible qu'un pilote de F1 retourne en F2. À l'époque c'était un peu plus courant, donc c'est un petit peu moins choquant. Mi-2007 au Grand Prix de Hongrie, notre petit Yamamoto est rappelé en Formule 1, cette fois-ci par Spiker pour terminer la saison à partir du GP de Hongrie. Et ben Spiker va pas le garder. Spiker va pas le garder malheureusement pour la saison suivante. Il va retourner en tant que pilote d'essai chez Renault, donc c'est même pas pilote de réserve, vraiment pilote d'essai. En plus de ça, il retournera du coup rouler en GP2 Series où il marquera seulement quelques points malheureusement. Entre temps, Sakon Yamamoto va donc retourner rouler un petit peu en GT, en ADAC GT en Allemagne et reviendra en Formule 1 en 2010, soit 3 ans après, en remplaçant, roulement de tambour, Karun Chandok. Et oui, notre Karun du début de vidéo s'est fait remplacer par Sakon Yamamoto. Malheureusement pour lui, il ne verra pas le bout de la saison. Il sera remplacé 2 courses avant la fin de cette saison par Christian Klein. Je vous l'ai dit à l'époque, ces équipes, c'était vraiment du grand n'importe quoi. Ça changeait de pilote toutes les 3 courses. Les voitures ne performaient pas, il n'y avait rien qui allait pour eux. Ça fait quand même une carrière de 21 Grands Prix pour Sakon Yamamoto en Formule 1 avec une meilleure place au Japon en 2007 avec sa Spiker pour une P12. À partir de là, il va arrêter le sport automobile à part pour l'exception de la Formule I en 2015 où il fera seulement 2 petites courses pour remplacer Antonio Félix da Costa. Mais à part ça, le sport auto c'est fini pour lui et c'est là où ça devient intéressant. Est-ce que vous vous souvenez de Jaime Alguersuari dans l'épisode 1 qui était devenu DJ après sa carrière en sport auto? Bah là c'est pas un peu la même chose mais pas loin. Il faut savoir que Sakon Yamamoto était fan de musique et était fan de DJ depuis très jeune. Et pendant sa carrière de Formule 1, et je dis bien pendant, le monsieur était DJ pour toutes les soirées F1 et toutes
toutes les soirées du paddock. C'est-à-dire que le mec était pas très bon au volant, mais par contre, au platine, ah là, ça y allait. Là, Yamamoto, il y avait aucun souci. Le frérot était de partout. Ça tournait les platines et tout. Il était au top. Il faut savoir que l'anecdote que je viens de vous raconter, donc sur le côté DJ en soirée, ça n'a rien à voir avec sa reconversion professionnelle. C'est vraiment une anecdote pendant ses années F1. En 2012, il devient donc directeur de la société Sawarabi, qui est une société médicale possédée par son père, qui l'a donc créée et dont il est le président. En parallèle, il devient président de sociétés universitaires de médecine, va s'investir dans différentes associations et sociétés pour la santé. En 2019, il va donc se lancer en politique et va même se présenter à la circonscription de représentation proportionnelle du Parti libéral-démocrate lors des élections de la 25e chambre des conseillers, mais alors sans succès. Vous avez compris la phase que je viens de dire? Non, c'est normal, vous inquiétez pas, c'est de la politique. En 2021, il devient représentant du Parti libéral-démocrate et depuis ce jour occupe toujours ce poste. Au final, il est toujours aussi investi dans la santé et possède toujours des sociétés dans le médical et dans l'hospitalier. Donc vraiment, on a eu une tournure monoplace, Formule 1, GT, ensuite c'est parti dans de la santé, un peu DJ et aujourd'hui donc politicien. Mine de rien, c'est rare les pilotes qui finissent politiciens parce que pour être politicien, il faut avoir ce discours un petit peu, cet engagement, tu vois, auprès du public et pas tous les pilotes. Non, c'est pas si facile. En tout cas, notre petit pilote japonais qui avait donc remplacé Karun Chandok en 2010 s'en sort très très bien et vous pouvez chercher sur internet aujourd'hui. Il est toujours très actif et vous le retrouvez un petit peu de partout au Japon. Avant-dernier profil de cette vidéo que vous connaissez sûrement, Thierry Boutsen, un grand nom du sport automobile. Né le 13 juillet 1957 à Bruxelles, il a donc commencé le sport en Formule Volkswagen avant de faire de la Formule Ford. Donc c'est vraiment à l'époque, là on parle d'une époque vraiment, les photos de l'époque. Il a eu de très très bons résultats et est rapidement passé en Formule 3 en 1979 et l'ascension s'est faite très rapidement pour Monsieur Boutsen. Il devient très rapidement vice-champion d'Europe et vice-champion de Formule 2 avant d'arriver en Formule 1 en 83 où il fera donc 3 saisons chez Arrows jusqu'en 86. Et alors là, pour l'époque, les gens se disent on a la relève de Jackie X. On a peut-être notre futur champion du monde belge. La relève est là. Il rejoint donc Benetton en 1987 et il va terminer 4e du championnat avec Benetton avant de rejoindre Williams. Donc quand même, c'est des gros noms pour l'époque. Il faut se rendre compte que c'est un profil où tu te dis... peut y avoir quelque chose, ça peut gagner, ça peut être solide. Malheureusement pour lui, il fera seulement 2 saisons chez Williams et seulement 3 victoires avant de rejoindre Ligier. Donc du coup, ça fait Arrows, Benetton, Williams, Ligier. Ça enchaîne les équipes, ça enchaîne et ça enchaîne. Après avoir passé 2 saisons chez Ligier, il finira malheureusement sa carrière de sport auto en 93 chez Jordan avec plus de 160 grands prix en Formule 1, 3 victoires, des podiums. Ça reste une très très belle carrière. Malheureusement, pas de titre pour le pilote belge. Après avoir mis un terme à sa carrière en Formule 1, Thierry Boutsen a quand même enchaîné avec de l'endurance et malheureusement là aussi pas de gros succès, seulement 2 deuxièmes places, pas de victoire aux 24 heures du Mans, des très belles courses et des bons résultats, mais pas ce petit titre justement pour combler un petit peu ce CV en sport automobile. Malheureusement en 99 c'est donc la fin de la carrière en sport automobile pour Thierry Boutsen, mais le business arrive et là où Thierry Boutsen a été très très fort, c'est qu'il a encore une fois fait des bons contacts en Formule 1 pour se lancer dans un autre domaine. En 97, Thierry Boutsen crée sa société d'aviation Boutsen Aviation. Et c'est très simple, le principe c'est d'acheter des jets et de les revendre. C'est de l'achat-revente, voilà, c'est du fut, c'est FIFA. Si vous vous demandez d'où est venue cette idée de business de jet, je vous explique et ça va être très drôle. Il avait en fait acheté 2 jets à l'époque où il était en Formule 1 et il les a revendus. Et en faisant de l'achat-revente, Frenzen, autre pilote en Formule 1, était venu le voir pour lui demander des conseils sur acheter un jet. De là est né ce business et par la suite, il a tout simplement été, entre guillemets, le conseiller. Il a un petit peu aidé tous ses copains dans le paddock comme Michael Schumacher, Hakkinen, Keke Rosberg, bref, vous voyez des petits noms en Formule 1 pour tout simplement se procurer des jets. Depuis, il a donc sa société qui tourne et qui est vraiment devenue une société à succès. Il est implanté dans 70 pays, a vendu plus de 370 jets si je dis pas de bêtises. Bref, ça tourne très très bien forcément les jets à Monaco. Il y a une clientèle. En plus de ça, il est co-détenteur d'une équipe, la Boutsen Racing, que ce soit en GT World Challenge ou en Lamborghini Super Trofeo. Thierry Boutsen est quand même revenu un petit peu à ses origines avec sa passion du sport automobile et est toujours un petit peu impliqué dans le monde du sport auto. On peut en plus lier les deux, vous vous doutez bien. Donc là, pour le coup, moi, je trouve que c'est une carrière magnifiquement gérée. Un rebond, on s'est servi de la carrière sportive pour ensuite gérer le business derrière. Un grand bravo, monsieur
On termine cette vidéo avec Jody Scheckter. Normalement, si vous êtes fan de Formule 1 et que vous avez un minima de culture, vous savez déjà ce qu'il a accompli dans le sport. Né le 29 janvier à East London, en Afrique du Sud en 1950, il commence le sport automobile très tôt, mais déménage en Angleterre rapidement pour venir participer à un championnat de Formule Ford. Il a par la suite participé à des championnats de Formule 2 européenne et british et a très rapidement été appelé par McLaren pour participer à un Grand Prix de Formule 1 en 3e pilote. Âgé de seulement 22 ans, il terminera 9e de son Grand Prix à Watkins Glen qui forcément marque les esprits et ouvre tout de suite la possibilité d'avoir un baquet en Formule 1. Il va donc rester en Formule 1 en 1973, mais cette fois-ci en tant que 3e pilote. Il fera seulement 6 courses, mais il va en terminer qu'une seule, en terminant encore une fois 9e, mais une course sur 6... c'est pas terrible. Malheureusement pour lui, à l'époque, Jody Scheckter était énormément critiqué, considéré comme trop dangereux et beaucoup trop agressif. J'ai quelques exemples qui vont beaucoup vous faire rire. Déjà, première chose, il sort le champion du monde en titre, Emerson Fittipaldi, lors du Grand Prix de France 1973. Déjà ça, c'est comme si demain, un pilote du fond de la grille venait sortir Max Verstappen lors de ses premières courses, ça passe pas. À Silverstone, il spin à la fin du premier tour et envoie 12 voitures au tapis lors du Grand Prix d'Angleterre, donc vous imaginez déjà le carnage pour l'époque. Et alors là où l'anecdote est incroyable, au Canada, il envoie François Sever malheureusement à la faute dans une barrière et sort pour la toute première fois de son histoire la voiture de sécurité. Oui, Jody Scheckter est à l'origine de la toute première sortie de la safety car. Alors malgré tous ces accidents et cette réputation un petit peu de pilote dangereux dans le paddock, il a quand même été confirmé pour 3 ans chez Tyrrell où il va remporter quelques courses, faire quelques bonnes performances durant ces 3 années. En 1977, il rejoint Walter Wolf Racing, une écurie qui à l'époque était étroitement liée à Williams et va donc la rejoindre pour 2 saisons. La première saison se passe très bien, avec 3 victoires, il termine 2e au championnat. La deuxième, un petit peu moins. Première saison sans victoire, petit flop et petit coup dur pour Jody Scheckter. Mais en 1979, Jody Scheckter rebondit et rejoint l'écurie la plus prestigieuse de la Formule 1, la Scuderia Ferrari, et devient champion du monde avec la Scuderia. 3 victoires sur cette saison. C'était le dernier champion du monde en 79 avant Michael Schumacher en 2000. Vous le savez peut-être pas parce que vous êtes nouveau ou alors que vous ne connaissez peut-être pas l'histoire de la F1. Ferrari est connu forcément pour son nombre de titres. Ayant le plus de titres dans l'histoire du sport, il y a eu une période de 79 à 2000 où on a gagné peanuts. On n'a rien gagné. C'était la décadence. Il y a eu Williams, il y a eu McLaren qui ont dominé pendant des années. Lotus sont passés par là. Tout le monde, sauf nous. Malheureusement pour Jody Scheckter, en 1980, l'année suivante, la voiture est catastrophique. Il va marquer seulement 2 points et va donc décider de faire un trait sur sa carrière de sport automobile et donc mettre fin à sa carrière en Formule 1. Et alors là, attention, la rotation professionnelle se fait en 2 temps et c'est assez incroyable pour un champion du monde de F1. En 1981, comme tout pilote, il rejoint une chaîne de télé, la CBS Sport, en tant que pit reporter afin d'aider et donner son avis et analyser la Formule 1. Mais d'un seul coup, bam! Demi-tour, slide, changement de profil. Jody Scheckter va lancer une entreprise, un projet concernant les armes à feu et l'entraînement pour les forces de l'ordre, tout simplement. Il s'agissait d'une société qui s'appelait la Firearm Training System, qui construisait des simulateurs d'armes à feu pour les militaires, les policiers, les personnes armées, tout simplement. Il a fini par revendre cette société. Alors la question c'est quand et à combien, et ça c'est l'information que je n'ai pas réussi à trouver, donc peut-être que vous pouvez nous la donner dans les commentaires, pour financer la carrière de ses 2 fils en sport automobile. Pas bête le daron, il a très bien investi. Alors malheureusement, que ce soit pour Toby ou Thomas, ses 2 fils, la carrière n'a pas été très longue et n'a pas eu un franc succès. Thomas, lui, a quand même réussi à rouler en IndyCar, mais honnêtement, pas de gros trophées, pas un gros palmarès, et pour le coup, ça n'a pas été des très grandes carrières. Aujourd'hui, on est des dizaines et des dizaines d'années après, que ce soit l'entreprise d'entraînement d'armes à feu ou alors sa carrière en sport automobile. Jody Scheckter fait de l'agriculture. Voilà, le mec a totalement changé de délire. Il est donc devenu agriculteur biodynamique avec une ferme de 1000 hectares à Londres. Elle s'appelle la Laverstock Park Farm. Honnêtement, ça se passe plutôt bien pour lui, vu que cette ferme a reçu de très nombreux prix depuis, que ce soit pour sa viande ou son lait. Elle est aussi aujourd'hui très bien réputée pour son mousseux éco-responsable, pour sa crème glacée ou même son fromage de lait. Donc comme quoi, Jody Scheckter, parti en tant que champion du monde de Formule 1, aujourd'hui a réussi à faire une chicane entre les armes à feu et l'agriculture
et ça se passe très très bien pour lui. Si vous vous demandez du coup qu'est-ce qui était devenu Jody Scheckter, ancien champion du monde de Formule 1, voilà, vous pouvez le retrouver si jamais vous passez à Londres, n'hésitez pas à aller du coup chercher sa ferme. Bon, on a fait le tour en tout cas de ces 6 profils du monde du sport automobile. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bien évidemment, n'hésitez pas dans les commentaires à nous le dire et à nous faire des retours sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça aide toujours les vidéos, mine de rien. Malheureusement pour certains, la carrière sportive n'a pas été un grand succès, mais au moins ils ont su rebondir dans d'autres business, dans d'autres domaines. À part Maurizio Arrivabene au final, où on n'a toujours pas de nouvelles aujourd'hui, qui doit probablement fuir des clubs, j'espère pas, hein, mais je ne sais pas ce qu'il est devenu. Sinon, tous les autres, vous l'avez vu, ont donc très bien rebondi. Si jamais vous avez des idées de profils que vous voulez voir peut-être dans un épisode 3, n'hésitez pas dans les commentaires à nous faire une liste, et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, faites attention à vous et portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao, ciao.